Bonjour Antoine Vatan. Bonjour Thibault. Vous êtes économiste au CEPI et on va parler des multinationales dans le commerce mondial, un commerce mondial qui a vivement progressé jusqu'à la crise de 2007, ce qui a pu donner le sentiment que de plus en plus d'entreprises avaient pris le chemin de l'international. Alors première question, est-ce le cas? Eh bien en fait non, on s'aperçoit que si on regarde le nombre d'entreprises qui exportent, par exemple aux États-Unis en 2000, seulement 4% d'entre elles exportaient. Et si on isole les entreprises exportatrices, seulement 10% d'entre elles étaient responsables de 90% des exportations. Donc au total, c'est à peu près 0,5% des entreprises américaines qui font 90% des exportations. Ce fait n'est pas spécifique aux États-Unis. On retrouve exactement les mêmes chiffres, les mêmes proportions en Europe. Par exemple, en France, on estime que 10% des exportateurs font également, grosso modo, 90% des exportations. Maintenant, si on regarde des pays en développement, une étude de Freud et Pirola nous apprend que c'est peut-être encore plus concentré dans la mesure où ces auteurs trouvent que l'entreprise la plus grosse de chacun des pays, en moyenne, sur un panel de 30 pays, est responsable de 15% des exportations. Maintenant, ce fait n'est pas propre aux exportations, c'est propre à l'ensemble de l'activité économique. Ces entreprises, les multinationales, sont responsables à elles seules d'une très grosse partie de l'activité économique de chacun des pays, le cas caricatural étant Samsung en Corée, qui à elle seule est responsable de 20% de l'activité économique de la Corée. Le commerce international, comme l'activité économique en général, est donc concentrée au sein des multinationales. Mais quel est le réel pouvoir d'influence de ces multinationales? Eh bien d'abord, elles ont un pouvoir d'influence sur leur propre marché. Disons qu'elles sont probablement détentrices d'un pouvoir d'oligopole, voire de monopole sur leur marché. Mais leur influence va également au-delà. Elles sont, en tant que responsables de l'ensemble de l'activité économique, d'une grosse partie de l'activité économique, par les liens qu'elles tissent de sous-traitance par exemple, mais également par leur poids propre dans l'activité. Il me semble que si une de ces entreprises change de stratégie, ça n'est pas sans effet sur l'ensemble des agents économiques, même parfois les consommateurs ou les travailleurs. Et à mon sens, ces entreprises sont donc responsables d'une externalité. Est-ce que vous auriez un exemple de ces externalités? Oui, alors d'abord, le terme même d'externalité peut faire débat en économie. Disons que, pour aller vite, au sens large, une externalité se définit comme l'action sur une tierce personne qui n'est pas concernée par une relation économique. Si nous deux, nous entretenons une relation de marché et que nos décisions influencent le bien-être d'une tierce personne qui n'a rien à voir avec notre relation, alors on estime que c'est une externalité. Maintenant, si on prend un exemple, disons, concret, si demain PSA délocalise sa production, par exemple, PSA qui pèse quand même une bonne partie de l'emploi, ça ne va pas être sans conséquence sur l'ensemble du pouvoir de négociation des salariés, par exemple, ou même des chômeurs, ou des salariés qui cherchent un emploi en tant qu'ils sont salariés. Le fait d'avoir une influence non négligeable sur le chômage va changer le pouvoir de négociation de l'ensemble des personnes, et donc, à mon sens, ceci était une externalité. On peut également voir l'externalité au sens technologique, sur la filière ou sur le territoire dans lequel est implanté PSA. On peut le voir également par le biais d'autres indicateurs macroéconomiques, tels la balance commerciale par exemple, qui pourraient avoir des effets sur l'ensemble de la population via le taux de change, par exemple. Bon, en zone euro, c'est peut-être un peu caduc comme exemple, ou alors via des politiques économiques qui seraient prises en conséquence des activités de PSA. Et en général, que préconisent les économistes face à cette situation? Alors une externalité, ça se définit comme une information qui manque pour que la décision de marché soit efficace. C'est-à-dire que la personne qui est émettrice de l'externalité prend sa décision sans prendre en compte son effet sur les autres. Alors il s'agit de faire remonter cette information de manière à ce que l'entreprise émettrice de l'externalité prenne sa décision en la prenant en compte. Alors il faut la forcer un petit peu, et ceci peut se faire selon tout un panel de décisions. Alors à une extrémité, on peut trouver des mécanismes de marché, tels qu'on le trouve sur le marché du carbone par exemple. Il s'agit de donner un prix au carbone pour que l'entreprise émettrice de carbone internalise sa décision à produire. Et de l'autre côté du spectre, on peut trouver également le contrôle pur et simple de l'entreprise émettrice via la nationalisation, par exemple. Est-ce qu'une des solutions qui paraît assez évidente, c'est de favoriser la concurrence? Est-ce que ça fonctionne pour réduire la taille des groupes et donc les externalités? Alors, a priori, non. La concurrence, en théorie, ça fonctionne pour réduire les marges des entreprises. Mais si vous êtes en présence d'entreprises hétérogènes par leur productivité, vous avez une entreprise très productive, une entreprise peu productive, et plein d'entreprises au milieu. Si vous augmentez la concurrence, ce que vous allez faire, c'est par un mécanisme de rationalisation du marché, détruire les entreprises les moins efficaces et allouer les parts de marché restantes aux entreprises les plus efficaces. Donc en fait, la concurrence aurait plutôt tendance à augmenter la taille de ces grands groupes, et c'est d'ailleurs à l'origine d'un des gains au commerce dans la théorie, depuis les travaux de Melitz en 2003. Eh bien, merci beaucoup Antoine Vatan pour ces explications et cet éclairage sur la place des multinationales, leur influence dans le commerce international. Merci beaucoup. Je vous en prie.